Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes, tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois. Et ne pas seulement rajouter du bruit. Voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast qui promet du respect et surtout de la nuance. Aujourd'hui, le sport porte-drapeau de nos valeurs. Nous avons rendez-vous avec Roxana Maracineanu, première championne du monde française en natation et médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Devenue ministre des Sports dans les gouvernements d'Édouard Philippe et de Jean Castex, on retiendra notamment son combat contre l'homophobie et les abus sexuels dans le sport. Elle est d'ailleurs aujourd'hui secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Pas si simple est proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Animé par Éric Paillet et Étienne Pépin. Nous vous proposons donc le regard de cette femme qui s'est totalement investie dans le sport tout au long de sa carrière, mais qui est loin d'être dupe sur les dérives qui peuvent entacher ce milieu. Car à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, comment faire la part des choses entre les valeurs sportives censées triompher et nous fédérer, quand résonnent aussi en mémoire quelques scandales? Pierre de Coubertin, La Gazette de Lausanne, le 4 décembre 1918. Jadis, la pratique des sports était le passe-temps occasionnel de la jeunesse riche et oisive. J'ai travaillé 30 ans à en faire le plaisir habituel de la petite bourgeoisie. Il faut maintenant que ce plaisir-là pénètre l'existence de l'adolescence prolétarienne. Raphaël Enthoven, philosophe, le 20 janvier 2016, Europe 1. Les valeurs du sport sont contradictoires. Le sport, c'est la fraternité, bien sûr. Enfin, c'est quand même la loi du plus fort. C'est le respect, mais c'est la bagarre. C'est l'égalité des droits, mais c'est la hiérarchie des pratiquants selon les capacités physiques, enfin. Et ça, c'est la contradiction centrale du sport. Le sport, c'est un accomplissement de soi qui en appelle au dépassement de soi. Autrement dit, c'est l'harmonie, mais c'est la performance. Michel Savin, sénateur Les Républicains, lors de la proposition de loi sur la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Sénat, le 15 juin 2023. De nombreux sportifs et sportifs ont pris la parole pour témoigner de faits d'agression sexuelle à des époques différentes, dans des disciplines très éloignées et avec à chaque fois des mécanismes de domination et des spirales de violence que l'on retrouve trop souvent. Thibaut InShape, youtubeur musculation, le 11 septembre 2023, en réaction au dopage supposé du footballeur Paul Pogba. Les gens sont surpris du dopage dans le foot, mais ça fait partie intégrante du sport de haut niveau. Il n'y en a pas seulement dans le bodybuilding ou le vélo. C'est en partie notre faute à nous, spectateurs. À vouloir de plus en plus de performances et de résultats, les athlètes sont obligés de se doper. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, BFM, le 1er janvier 2024. En 2024, on va vraiment la construire, cette nation sportive, et tous ensemble, on va faire nation par le sport. La décision du président de la République de dédier pour la première fois la grande cause à l'activité physique et sportive, elle est elle-même historique, cette décision. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, France Culture, le 3 mars 2024. Le sport, c'est de la qualité de vie, le sport, c'est de la santé. Le sport, c'est aussi des valeurs très éducatives, c'est le dépassement de soi, l'effort, l'esprit d'équipe, le fair play, le respect des règles. Donc il y a plein de choses qui vont avec les jeux. Et puis le soutien à notre maillot, à notre équipe, à notre pays, voilà. Donc tout ça, c'est un héritage immatériel qui pour moi est très très précieux. Merci
Madame Marchianou, de nous avoir accueillis ce matin. On vient d'entendre cette séquence avec énormément de petites phrases autour du sport. On évoque à la fois les grandes valeurs que le sport doit incarner, va incarner ou incarne dans la société. Et puis on entend aussi dopage, on entend la question des abus sexuels. On voit bien quand même que le sport n'est pas un lieu qui est exempt de critiques. Alors tout ça, on va l'explorer dans cette discussion. Mais moi, la première chose que j'ai envie de vous demander, quel est votre rapport aujourd'hui au sport? Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé? Mon rapport au sport démarre dès le début de ma pratique sportive. J'ai démarré le sport dans un pays communiste, la Roumanie, puisque je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Et le sport, pour moi, c'était d'abord une manière de jouer avec les autres, de pouvoir aussi compléter mon éducation scolaire en Roumanie, puisque tout le monde avait accès à une pratique culturelle et sportive les après-midi. Et très vite, je me suis orientée vers la natation. C'était aussi un moyen de partir toute seule de chez moi, d'aller à mon entraînement toute seule, de gagner en autonomie vis-à-vis de mes parents, par rapport à mes parents. Et puis très vite, ce rapport au sport a changé dès lors où mes parents ont pris la décision de fuir la Roumanie communiste et d'arriver en France. Et le sport, pour moi, est devenu un moyen de trouver une place dans la société, dans un nouveau pays que je découvrais, dont je découvrais la langue, dont je ne connaissais pas la culture, et le rapport au sport. Puisque dans notre pays, en Roumanie, là où je suis née, le sport, c'était aussi un outil de propagande. Et donc, de fait, il fallait que tous les enfants fassent du sport. On avait une seule idole, c'était Nadia Comaneci, qui était l'idole de la Roumanie, qui avait eu le premier 10 en gymnastique. Et je dérogeais pas à la règle. J'ai découvert en France un sport où on était libre de choisir son activité, parce qu'en Roumanie, on passait tous par la gymnastique d'abord. Et en France, j'ai découvert un sport où je pouvais aussi retrouver un lien familial, que ce soit dans les différentes villes par lesquelles je suis passée, et qui a complété en fait le manque de famille que j'avais étant venue juste avec mes parents et mon frère en France. Et puis ensuite, ce sport s'est transformé petit à petit en sport de haute performance, de grande performance, puisque j'ai été la première à remporter une médaille d'or pour la France en 1998 sur le 200 mètres d'eau. Et ça m'a permis aussi de rentrer dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire une connaissance de soi très fine, très approfondie, en lien avec quelques personnes qui comptent dans cette recherche de performance. Et puis, ce qui m'a le plus marqué, c'est la notion de progrès, d'accomplissement, mais aussi de progrès, de progression qu'on peut faire, peu importe quel est notre niveau de départ et là où on a envie d'arriver. Moi, c'est ce qui m'a toujours guidée dans ma carrière et jusqu'au bout, jusque mes meilleurs résultats qui étaient une médaille d'argent aux Jeux à Sydney. Et par après aussi, puisque je me suis impliquée dans le sport, dans la vie associative, j'ai monté différentes associations jusqu'à devenir ministre des Sports en 2018, pendant 4 ans, où évidemment beaucoup de choses que j'ai entendues là, ont fait partie de mon mandat. Et je retiendrai une chose, c'est cette volonté que j'ai toujours eue que le sport soit peut-être plus et mieux reconnu dans la société française, pour ses bienfaits sur la santé, pour ses bienfaits et tout ce qu'on pouvait avoir sur la partie éducative grâce au sport, tout ce qu'on pouvait recevoir en tant qu'individu et compléter l'éducation scolaire par une éducation dans ce tiers-lieu qu'est le sport. Mais tout de suite, dès le départ, j'ai compris très vite qu'il fallait aussi que le sport prenne sa place dans tous les combats de société. Parce que, comme on l'a entendu, dans le sport, il peut y avoir des manquements, il peut y avoir des dérives. Et il était hors de question pour moi de fermer les yeux sur ça. Quel était votre moteur ? Mon moteur, au début, c'était de trouver ma place, de créer du lien. En fait, dans ce nouveau pays où on était arrivé avec ma famille. Et puis petit à petit, ça s'est transformé dans une envie de progresser, personnelle, collective, parce que ce sport, la natation, on est tout seul quand on est sur un plot de départ, mais dans l'entraînement, et y compris dans les compétitions, surtout à haut niveau, on ne peut pas faire l'économie d'être en équipe, avec une équipe de 5, 6, 7 personnes qui nous accompagnent dans cette recherche de performance. Et puis, la motivation derrière, ça a été de
transposer ce que j'avais appris sur moi et sur le sport en lui-même, la natation, à d'autres personnes et de le démocratiser, de le rendre accessible au grand public. Donc j'ai eu une aventure associative que je vous détaillerai peut-être tout à l'heure. Et c'est cette aventure associative qui m'a emmenée, sans que je le recherche vraiment, vers ce poste de ministre des Sports, où j'ai trouvé une correspondance entre ce que moi je souhaitais faire, à savoir démocratiser la natation au grand public. J'ai trouvé un écho dans ce temps politique et réel qui était celui de l'accueil des Jeux en France et la possibilité justement de proposer une démocratisation du sport pour toutes et tous et de créer dans l'imaginaire collectif un droit au sport et un droit finalement d'être en capacité de travailler sur un capital santé pour la suite de sa vie. Pas si simple. Thème du jour, le sport porte-drapeau de nos valeurs. Le sport est devenu omniprésent dans notre société. Il porte des valeurs unanimes. En fait, le sport serait devenu une sorte de message. Et pour comprendre plus en détail ce message, nous allons en discuter avec la sémiologue Mariette Darigrand. Bonjour Mariette, vous allez bien? Très bien. Mariette, quand on parle du sport, on pourrait se concentrer sur la notion la plus simple du sport, c'est-à-dire de l'activité physique, c'est presque une hygiène de vie. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, le sport, c'est devenu un projet beaucoup plus large. Les JO cet été sont censés nous rassembler, toute une nation qui est pourtant extrêmement divisée, mais on y croit que cette nation va se rassembler derrière les valeurs du sport. Et comment le sport a-t-il pris cette portée, ce sens ? Alors, il faut revenir un peu à l'histoire de la notion, comme toujours. Elle va donner des clés. Va donner des clés parce que, alors, il s'agit d'un mot qui nous est revenu par les Britanniques au début du 19e, mais c'est un mot français. C'est un mot d'ancien français. Et alors, c'est le desport. Hein, bon, le dé a sauté. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire se déporter de son activité habituelle. Donc, en fait, le sport, l'origine, c'est pas tant le physique que le divertissement. Vous faites des choses, ou même le roi Henri IV, il dirige le pays, et puis il fait son jeu de paume. Donc c'est l'idée de faire un pas de côté par rapport à son activité habituelle. Donc ce qui serait le plus proche dans le sens, c'est divertissement. Alors après, quand ça passe dans les collèges britanniques du 19e, c'est là où le sport prend un sens éthique, morale. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour juguler, réguler l'énergie des jeunes ados anglais ou américains. Et ça passe très souvent par la religion protestante, au sens anglo-saxon de ce terme, où ça fait partie de la bonne éducation. Donc, certes, c'est du physique, mais pas du physique comme aujourd'hui la beauté du geste. C'est du physique qu'il s'agit de réguler comme énergie et de soutirer en quelque sorte à la violence. Il faut commencer par considérer qu'il y a une énergie violente désordonnée et que le sport, rugby, basket, eh bien, il donne des règles du jeu. Donc ça me paraît fondamental pour comprendre un peu mieux ce qui nous paraît un peu moralisateur, les valeurs du sport, c'est une sorte d'école de la vie. Enfin, on a aplati beaucoup, mais c'est très très intéressant de regarder comment une sorte de transcendance, de sublimation par le corps, mais de sublimation de la violence est à l'origine du sport. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin de sublimer la violence et de la dépasser. Aujourd'hui, dans la société, ces valeurs, le dépassement, le respect de l'autre, l'abnégation, on a du mal à les instruire autrement que dans le sport. En fait, le sport, c'est le dernier lieu où on peut parler de ces valeurs-là de façon très positive et unanime. Oui, je crois vraiment que ça, c'est très important, mais il faut vraiment prendre les choses par le négatif. Le négatif, c'est-à-dire l'énergie physique qui fait n'importe quoi dans une société. Ça a toujours été la question politique primaire, finalement, d'une certaine et éducative primaire. Et donc, si vous prenez par exemple le mot discipline, c'est très intéressant. En effet, le sport est un des derniers lieux où il est accepté de se discipliner
Et surtout, d'avoir de la technique. Il y a 2 endroits dans notre société aujourd'hui où la technique, l'apprentissage de la technique est valorisé. C'est la cuisine, les top chefs. Parce que là, il y a un chef et puis il dit de manière très militaire ce qu'il faut faire. Et le sport. Voilà, je crois que c'est à méditer, je trouve, ces deux domaines. Et là, dans le sport, oui, il y a par exemple des ados un peu déscolarisés ou là qui acceptent de rentrer dans des gestes calqués sur des gestes d'athlètes qui sont admirés. Il y a des rôles modèles. Alors, peut-être que c'est pas moral parce que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent très vite ou je ne sais quoi. Mais il y a l'apprentissage. Alors, parce que dans votre question, il y avait la question de l'apprentissage et je crois aussi une autre question très intéressante, une autre dimension qui est l'optimisme. Le sport est aussi une gradation vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous donne et qui donne aux ados ou aux enfants une gradation vers l'avenir aujourd'hui? C'est pour ça qu'il est si important aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce qui donne, ne serait-ce que parle de l'avenir? Il y a des pas, il y a des steps, il y a des niveaux, il y a un horizon très régulé, devant une sorte d'escalier qui peut conduire au podium supérieur. Mais il y a des strates. On est poussin, junior, je ne sais pas quoi. Et il y a, cette année, on va faire ça. L'année prochaine, on va faire ça. Il y a très, très peu d'endroits aujourd'hui où on donne aux enfants la possibilité de monter, en quelque sorte, vers un avenir. Il y a un lieu commun, parfois, qui paraît un peu facile de dire que le sport, c'est une forme de religion aujourd'hui. Mais en même temps, en vous écoutant, on a l'impression que la religion aujourd'hui, alors qu'elle a longtemps rassemblé, aujourd'hui, elle est vécue comme quelque chose qui divise la société. Le sport, au fond, c'est le dernier endroit qui rassemble. C'est une forme de communisme. Je suis probablement utopiste ou naïve, mais le sport est communiel. C'est vraiment ça. Et la télévision du sport, parce qu'il est consommé quand même par la télé, mais regardez comment dans les grandes villes se sont ouverts des bars. Pour regarder, pour vivre ensemble. Oui, là les gens vivent quelque chose de communiel, ils ne se connaissent pas forcément, lors d'une soirée de match. Et ça marche. Et puis ça permet aussi, je crois, de faire entrer des gens qui ne sont pas des amateurs de sport, qui ne connaissent rien. Prenons le rugby, qui est un peu à la mode. C'est un sport qui est très difficile. Alors là, qui a des règles sophistiqués, extrêmement sophistiqués. Et je pense que ce qui s'est ouvert avec des gens qui n'y connaissent rien récemment, qui ne sont pas des amateurs, des gens qui sont plutôt du côté du foot et puis qui viennent au rugby, est très bien. Ou des femmes qui n'ont jamais joué au rugby, etc. Mais maintenant, il y en a et c'est très bien. Mais cet espace pour le consommateur de sport, via les médias, via la télé, qui n'y connaît rien mais qui se prend au jeu, je pense que c'est très important, très très important, et qu'il va être une sorte de rééquilibration de trop de parti pris. Merci beaucoup, Mariette. Pas si simple. Invité du jour, Roxana Maracineanu. Mariette Darigrand nous dit beaucoup de choses. La première, c'est que, au fond, le sport arrive dans la société par l'idée de canaliser l'énergie et puis que derrière se développe un projet éducatif. J'aimerais qu'on parle de ce projet éducatif aujourd'hui dans la société. Comment est-ce qu'il vous apparaît aujourd'hui ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le sport, c'est un endroit où déjà on est obligé d'apprendre la tolérance. Pour faire partie d'une même équipe, pour avoir des coéquipiers autour de nous, on est obligé de prendre son temps pour pouvoir les connaître, connaître leurs faiblesses, leurs forces, pouvoir aussi nous jauger des nôtres et nous apprendre à s'agencer avec les leurs. Et pour pouvoir créer cette synergie qu'on voit de manière magnifique sur les terrains, des sports collectifs notamment. Mais c'est la même chose en back-office, dans les sports individuels qui se passent. Puisque, comme je l'ai dit, on s'entraîne en équipe, même si on concourt en individuel. Et cet apprentissage de la tolérance, moi je trouve qu'il est très important, parce qu'en fait, on a du mal aujourd'hui dans notre société, dans d'autres endroits, à le pratiquer. On est souvent en train de ranger les gens dans des cases et à dire que telle case vaut mieux qu'une autre case, alors que l'intérêt, c'est cette performance qui émerge de la connaissance qu'on a de l'autre, de la patience qu'on prend aussi pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur au fond de l'autre et
pas forcément de meilleur, mais ce qu'il y a de complémentaire par rapport à ce que nous, on peut amener sur un terrain, par exemple. L'autre aspect qui me paraît intéressant en termes éducatifs, c'est que on réaccorde et on accorde une importance à la progression individuelle. Et ça, avoir quelqu'un, à tout âge d'ailleurs, à tout niveau, pas seulement vers le haut niveau, un œil bienveillant, un œil attentif, un œil qui écoute, un œil qui regarde, c'est très rare. C'est devenu très rare aujourd'hui de se sentir progresser dans ce qu'on fait, dans une activité professionnelle, dans une activité physique, dans une activité personnelle. Et un éducateur sportif, aujourd'hui, un coéquipier, un concurrent, permet de se sentir progresser. Et c'est ça la richesse du sport aujourd'hui éducative. La discipline, c'est un mot qu'on emploie pour évoquer justement un aspect du sport, un sport en particulier. La discipline, c'est aussi apprendre à se canaliser, grandir, progresser. La discipline, est-ce que c'est justement une des valeurs du sport essentielles pour la société ? Les sports proposent des cadres de pratique, donc il y a des choses qu'on a le droit de faire, d'autres qu'on n'a pas le droit de faire pour ne pas mettre en danger son coéquipier, son adversaire, soi-même. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut s'exprimer. Et donc, quand on est... je me rappelle de nombreuses fois dans ma carrière sportive, souvent j'ai pensé, mais pourquoi moi je ne peux pas faire comme les filles avec lesquelles je suis à l'école, ou être... Et en fait, je suis toujours arrivée à, dans le cadre qu'on me proposait, aller chercher des nouvelles libertés, en fait. Alors qu'au départ, je me disais, moi, je ne suis pas libre de faire ça. Alors qu'en fait, ce cadre-là me proposait d'aller chercher d'autres expressions aussi, d'autres expériences, d'autres libertés. Et finalement, cette discipline, elle n'est pas si contraignante à partir du moment où elle émane d'un choix. Ce qui n'est pas... acceptable de mon point de vue, c'est qu'on impose des choses aux sportifs. C'est cette notion qu'on entend beaucoup, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des notions des valeurs du sport, comme on a entendu beaucoup d'intervenants le dire, mais on parle aussi beaucoup de la notion de sacrifice, par exemple. De mon expérience personnelle, j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait un sacrifice. Justement, vous parlez de votre propre liberté dans votre carrière sportive. Pourtant, il y a plein de sportifs qui sont sous la coupe de leur coach, quoi, qui devient presque un père spirituel, qui a de droits de vie et de mort presque sur j'allais dire l'artiste, mais en fait, mais ça peut se transposer aussi dans d'autres disciplines, mais sur le sportif, ce qu'il a le droit de manger, les horaires d'entraînement, les relations avec les autres, avec sa famille. Il y a un risque presque d'en faire un gourou, et cette liberté-là, à ce moment-là, s'évanouit. Mais c'est bien pour ça, bien sûr, c'est bien pour ça qu'on s'est battu et qu'en tant que ministre, j'ai porté cette lutte contre les violences sexuelles dans le sport. C'est l'émanation, c'est la dérive de ce que vous décrivez là aussi. Parce que, à force d'accepter, au nom de la performance, au nom de la recherche de cette performance, l'emprise des éducateurs, de l'entourage adulte sur les enfants et puis derrière sur les adolescents et les adultes qui performent, on accrédite aussi un type de relation qui peut être néfaste, même si il ne débouche pas obligatoirement sur des dérives, des comportements condamnables et délictueux et criminels. Ils sont aussi dommageables. Ces relations-là, elles sont aussi dommageables pour plus tard, pour l'individu sportif qui a subi cette emprise. Est-ce qu'il y a un risque là, du fait aussi que le sport est un lieu d'exaltation du corps, quoi, en tout cas de représentation du corps dans des canons de la beauté les plus poussés à l'extrême, quoi, avec, je pense aux jeunes femmes dans la gymnastique ou même dans la natation, qui sont représentées de manière très sexualisée, on va dire. Je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un risque là ? Ça touche plus à la représentation du sport et au spectacle sportif, à la médiatisation qui en est faite, aux sponsors aussi qui veulent tirer parti au maximum de tout ça. Mais au niveau des entraîneurs, je pense que le débat se situe plus à comment je sculpte le corps de l'athlète et quel droit et auquel périmètre j'ai le droit de toucher, en fait. Mais dans la natation, vous l'avez observé, ça ? Comme au figuré, comme au propre. Comment je touche à ce corps pour en faire un objet de performance qui va satisfaire l'objectif commun, mais aussi moi en tant qu'entraîneur, parce que je me réalise au travers de l'athlète
n'ayant pas réussi moi-même en tant qu'entraîneur, comment je me réalise au travers de l'athlète. Et ça donne lieu aussi à la possibilité des dérives, parce qu'en sport, on touche le corps, on regarde le corps, c'est un lieu où le corps est mis en scène en permanence, qu'il soit sexualisé ou pas, qu'il soit beau ou pas, mais la réalité c'est qu'on doit faire des parades, on doit montrer le geste sportif, on doit accompagner ce geste, et en tant que ministre, j'ai toujours plaidé pour que on puisse encadrer, y compris cette relation de l'entraîneur et de l'entraîné, des adultes qui sont autour des enfants, pour qu'on puisse aussi réguler cet accès au corps dans le sport. Je vous fais écouter la suite. Comment expliquer la différence entre l'idéal que le sport est censé incarner et la réalité malheureusement parfois plus nuancée ? Ne serait-on pas un peu aveuglé par le storytelling imposé par la communication ? Nous avons rencontré successivement Augustin Pénicaud, vice-président de l'agence Avasplay, spécialisé notamment dans le sport. Il est aussi chargé de la stratégie pour les JO de Paris 2024. Et Mathieu Blin, ancien talonneur du Stade français, 4 fois champion de France, consultant rugby sur Canal+. Mathieu Blin est aussi un citoyen engagé dans la Fondation pour le sport inclusif. Ce qui nous intéresse en premier, je crois, c'est la capacité du sport à rassembler. Dans un monde en tension, où il y a beaucoup de choses qui divisent, ce qui rassemble a beaucoup de valeur pour les marques. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, de moments où les gens se rassemblent comme devant le Super Bowl. 123 millions d'audience cette année, un record de toute l'histoire, 40% de part d'audience aux États-Unis. C'est extraordinaire. Des gens qui se rassemblent autour d'une idole, d'un champion qu'ils admirent, qu'ils applaudissent. Des gens qui se rassemblent autour d'un sport qu'ils pratiquent ensemble, qui se retrouvent tous les week-ends, tous les soirs, pour ensemble aller courir, aller faire des choses. En impact et en message, on a quelque chose qui, pour un annonceur, pour un communicant, est une matière première très intéressante. Quand on parle des valeurs dans le sport ou quand on parle des valeurs dans le rugby, moi, la première chose que ça me donne envie de faire, c'est de faire se réunir l'ensemble des parties prenantes pour être certain que l'on parle des mêmes choses. Il y a une manière un peu de galvauder les valeurs dans le rugby. C'est intégrateur, ça laisse la place à tout le monde. C'est solidaire. Alors que dans le rugby, toutes les catégories sociales et professionnelles ne sont pas représentées. Dans le rugby, ça se fout sur la gueule très très fortement. Dans le rugby, là, un peu en ce moment, l'arbitre est un tout petit peu trop sollicité ou un peu trop remis en cause. Le sport business, quand il va trop loin, amène à des dérives, des débats, des choses qui sont difficiles à comprendre ou à accepter, qui parfois dénaturent ce que certains appellent l'essence même du sport. C'est vrai, mais c'est souvent simplement le miroir de débats de société plus larges. Quand le Qatar accueille la Coupe du Monde ou quand l'Arabie Saoudite fait beaucoup de choses, qui ont des sujets qui ont créé beaucoup de polémiques, par exemple, et avec beaucoup d'argent, c'est le reflet de débats plus larges. Le sport n'est pas responsable. Le sport est un formidable, à la fois catalyseur, mais aussi un terrain d'expression. J'ai aussi aimé le rugby parce que je pouvais sauter sur tout le monde de manière cadrée, plaqué, on pouvait se rentrer dedans de manière cadrée, en dessous le cou et en dessous les épaules, et de pouvoir s'engager complètement en ayant le droit. Effectivement, pour moi, qui avait plutôt tendance à être un très gros brailleur, je suis certain que ça m'a apporté énormément de choses. Le sport forme et met en œuvre, en place ce qu'on appelle des rôles modèles. Kylian Mbappé peut être le meilleur exemple en ce moment. Il incarne, au-delà de sa réussite et de son excellence sportive, des valeurs, un message, un positionnement, une relation à la famille, dans l'équilibre qu'il construit autour de lui, etc. Et donc, c'est des modèles inspirants qui sont cités en exemple, qui sont valorisés par les marques, évidemment, qui les intègrent bien au-delà de leur réussite sportive, parce qu'ils incarnent une vision et une position dans la société qui est un exemple à suivre pour beaucoup. Quand les gens descendent dans la rue pour fêter les Bleus du foot qui sont double champions du monde, il y a plein de gens, moi le premier, qui ne suis pas un premier supporter de foot, mais pour le coup, j'ai envie de me retrouver avec les autres pour pouvoir être heureux, sourire et partager cette émotion-là. Ça, elle est immense, et oui, bien sûr que le sport est fédérateur et est un outil pour pouvoir rassembler une nation de manière indéniable. Mais
il faut le transformer pour que ça soit du long terme. Pas si simple. Invité du jour, Roxana Maracineanu. C'est intéressant ce que nous disent Augustin Pénicaud et Mathieu Blin à l'instant. Il y a une chose notamment qu'ils racontent tous les deux, c'est le storytelling autour du sport. Et peut-être quand on en fait un tout petit peu trop comme sur storytelling. Si on regarde au cours de l'histoire, le sport, on a pu lui faire raconter beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qu'on n'aurait pas du tout envie de raconter aujourd'hui au travers du sport. Moi, comment je m'en suis sortie de ce débat quand j'étais ministre, c'est que dès le départ, j'ai considéré que les valeurs du sport n'existaient pas. Elles n'existent pas en soi, en elles-mêmes. Le sport ne porte pas de valeurs. C'est les gens qui font le sport qui portent certaines valeurs. Et donc, c'est sur et avec ces gens-là qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on veut. L'un des intervenants disait, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que chacun comprend bien ce qu'il y a derrière ce mot ? Et du coup, est-ce que chacun est prêt à l'appliquer dans sa propre fonction ? Je ne parle pas dans sa vie personnelle, parce qu'on n'est pas là pour juger du positionnement personnel de chacun, mais en tout cas dans sa fonction de président de fédération, d'entraîneur, d'athlète faisant partie d'une équipe et de rôle modèle aussi, parce que même les athlètes, ils doivent être conscients de la place qu'ils occupent vis-à-vis des autres jeunes sportifs qui les regardent et qui les admirent. Est-ce qu'on est d'accord avec cette valeur-là ? Qu'est-ce qu'on fait pour la mettre en œuvre dans sa vie de sportif ou de responsable sportif ? Et qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Aujourd'hui, évidemment, avec l'arrivée des Jeux en France, ce qu'on est tous d'accord pour porter, c'est que les valeurs de la France, égalité, fraternité, liberté, puissent être portées par ces Jeux en France. La liberté dans la faculté de créer, d'écrire sur une page blanche les résultats. La fraternité, parce qu'on a envie de faire vivre un magnifique spectacle à tout le monde. Et c'est vrai que les sportifs et le monde du sport a toujours un peu du mal à se dire nous, c'est nous qui bossons et aujourd'hui, on va fournir un spectacle à plein de touristes, à plein de Français qui vont venir suivre. Et qu'est-ce qui va se passer derrière pour nous ? Est-ce qu'on va continuer à être considérés de la même manière que l'on a été considérés pendant ces 5-6 dernières années dans la société ? Est-ce que la place du sport sera la même après les Jeux en France ? Et puis, le mot égalité, parce que même s'il y a de la concurrence, de la compétition, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, le sport, c'est ce qui mélange à la fois la concurrence, celui qui va être le meilleur, donc un classement, et le dépassement de soi, qui est conjugué quand même avec une certaine égalité au départ, parce qu'au départ, on se dit on est tous 8 sur un même plot de départ et on a chacun toutes les chances d'y aller, quoi, parce qu'on contrôle le dopage et qu'on se dit qu'on part tous sur un pied d'égalité, pas dopé, avec juste la charge de travail et de motivation qu'on a et de talent un petit peu. Mais en France, on ne considère pas tellement cette notion de talent, on est plutôt sur cette notion de travail. Et voilà, on était tous plutôt d'accord pour dire que c'était ça qu'on allait valoriser aux yeux des spectateurs, aux yeux des enfants qui allaient regarder ces rôles modèles et dire voilà, le sport, c'est du travail, c'est pas du sacrifice. Le sport, c'est un spectacle sportif qu'on veut fournir à tout le monde pour les divertir, mais aussi pour leur faire prendre conscience que le sport, c'est bon pour la santé. Et cette notion de liberté pour se dire, voilà, en France, le sport est libre, il n'est pas contraint par un régime et il est au service des valeurs démocratiques. On a tous en tête la finale de la Coupe du Monde en 98 avec cette France black, blanc, beurre, la communion, une espèce de moment euphorique pour la nation. Et ça s'est arrêté finalement très vite après, pourtant. Ça s'est arrêté, oui, moi je trouve pas que ça s'est arrêté. Il y a eu un moment d'unité nationale, et puis ça n'a pas duré quand même. Oui, si on envahissait les Champs-Élysées de cette manière-là tout le temps, ce serait problématique aussi. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu une belle victoire, les gens étaient là, au rendez-vous, pour pouvoir fêter. Après, ce qu'il y a aussi, et ça c'est vrai que c'est regrettable, c'est que les sportifs de plus en plus
à cause de l'argent, les instances aussi, à cause des obligations qu'ils ont envers les autres sponsors, les fédérations, pour des questions aussi de sécurité aujourd'hui dans notre société, ils ont tendance à moins partager, à moins donner les sportifs. Donc quand vous êtes et que vous communiez avec le public, avec la population, ça crée aussi cette unité et cet engouement. Quand vous êtes moins généreux dans ce partage de la performance, c'est plus compliqué. Et puis cette générosité, elle n'est pas évidente. Parce que quand toute l'année vous entraînez tout seul, quand vous êtes isolé avec votre équipe, parce que aussi vous devez vous protéger aujourd'hui encore plus qu'avant à cause des réseaux sociaux et tout ça, c'est pas évident que tout d'un coup quand vous réussissez, vous vous dites tiens, faut que je me rappelle que en fait toute la France est derrière moi. Ça va être plus facile ici en France parce que ça va avoir lieu chez nous et qu'on a pris conscience, qu'on a pris le temps de prendre conscience. Caisse de résonance, oui. Voilà, qu'il y a un engagement de toute une nation. Donc, je pense aujourd'hui les sportifs doivent au contraire se protéger un petit peu de ça pour pas se mettre trop de pression. Mais vous voyez ce truc avec la pression, les attentes, l'envie de partager, c'est toujours problématique parce que comme on écrit une page blanche, on peut très bien se louper. Donc voilà, il faut garder son cap et savoir se connaître suffisamment pour être capable de performer, en même temps être dans le partage, mais pas trop, et en même temps, ne pas forcément se sentir responsable de tout ce qu'on suscite, tout ce qu'on ne suscite pas, parce que sinon on porte le monde sur ses épaules, et c'est trop difficile d'arriver à performer dans ces conditions. Vous l'avez vécu ça ? Vous l'avez vécu ça comme sportif de haut ? Ouais, alors moi j'ai eu la chance d'un côté de ne pas avoir de piscine en France suffisamment bien construite pour qu'on ait des compétitions sur notre sol, et en même temps c'est un regret parce qu'on n'a jamais pu partager pour le coup ni avec sa famille ni avec ses amis les meilleurs de mes performances qui ont eu lieu en Australie et que c'était un petit peu cher pour tout le monde d'aller là-bas. Petit décalage horaire aussi. Voilà, il y avait le décalage horaire, mais mes courses étaient au milieu de la nuit. Voilà, après c'est aussi une capacité, quand je parle de cette générosité, c'est aussi comment tout le monde organise le retour de ces sportifs, l'héritage de ces performances ou de ces organisations d'événements pour en faire profiter la population, les enfants qui sont dans les écoles, dans cet aspect éducatif où c'est important qu'ils aient accès à des histoires modèles, à des histoires, alors pas forcément modèles dans le... que tout a été fait dans les règles de l'art, mais c'est de dire... En fait, c'est accessible. Si lui l'a fait, pourquoi pas moi ? Et si lui l'a fait en natation, pourquoi pas moi en judo ? Voilà, je crois que le but de tout ça, c'est aussi de dire à tout un chacun, qu'on soit adulte ou enfant, que c'est possible de devenir meilleur et de rêver. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, c'est le seul endroit où il nous est encore permis de rêver à quelque chose, à un univers, à un au-delà qui peut être accessible maintenant et ici. Vous l'avez évoqué, Augustin Pénicaud l'évoquait aussi, l'argent. Est-ce que, au fond, la bataille, elle n'est pas perdue ? C'est-à-dire qu'à un moment où, en effet, il y a des enjeux financiers qui sont aussi importants, ça dépasse tout. On est arrivé quand même à ce moment de malaise qu'on a vécu tous séparément. J'ai envie de vous demander comment vous l'avez vécu quand il y a la Coupe du Monde du foot au Qatar avec... ce que ça a impliqué, notamment, alors vous êtes aussi à la mi-prof sur la question de la traite des êtres humains, les chantiers, la manière dont des personnes ont été exploitées pratiquement comme des esclaves pour monter des stades où on va parler de la communion autour du football, enfin ça devient quand même assez aberrant, non ? Quand je parlais tout à l'heure de responsabiliser les athlètes pour leur dire qu'ils ont un rôle à jouer, ce que j'ai cherché à faire aussi, c'est responsabiliser le mouvement sportif. Je n'ai pas accès au mouvement sportif international, ou très peu. Mais en tout cas, le mouvement sportif français, y compris sur l'organisation d'événements, on a travaillé à des événements responsables sur l'écologie, sur les violences, sur l'égalité femmes-hommes. On a mobilisé tout l'écosystème sportif pour que demain, il respecte l'égalité entre les femmes et les hommes et la dignité humaine. On a mis dans la loi que le mouvement sportif doit être paritaire, qu'on doit laisser sa place quand on est un homme depuis 30 ans à la tête d'une fédération. Donc on a limité le nombre de mandats. On a fait en sorte aussi qu'il y ait plus de démocratie, que le vote se passe depuis la base de manière très transparente et beaucoup plus participative et démocratique. C'est bien de faire des lois, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que la culture
mais la sur culture, le terrain, elle est bien ancrée quand même. Oui, mais justement, c'est pour se battre contre cette culture. Et quand il y a une loi, on est quand même obligé de la respecter en France, et on la respecte à partir de 2024 où tout ça, ça va être mis en œuvre. Et moi, ce que j'espère, c'est que tout ça, ça va irriguer aussi le mouvement sportif international. Quand on en parle au chef du mouvement sportif international, le président du comité international olympique, il trouve que le travail qu'on a fait en France à l'approche des Jeux, qu'on veut laisser en héritage, il est très inspirant, même pour lui. Parce qu'il est à la tête indirectement, il n'a pas la main directe sur les fédérations internationales, mais il rêverait de pouvoir avoir un lien plus fort avec ces fédérations internationales qui, elles, acceptent de faire des événements dans des pays où il n'y a pas de neige, des Jeux avec de la neige. Lui-même, d'ailleurs... l'aberration écologique, on voilà, n'a pas dit le mot. accepte de le faire là où il n'y a pas de neige et on va créer de la neige. Quand il y a des événements où, effectivement, il y a déjà beaucoup d'argent, mais on veut encore engranger de l'argent, on engrange de l'argent, il faut le faire pour aussi redistribuer sur des thématiques qui vont servir et les sportifs, et la santé, et l'égalité, et des thématiques, la prévention des violences, la régulation du spectacle sportif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de règles pour la pratique, mais il n'y a pas beaucoup de règles qui régissent des événements sportifs. On voit des fois des dérives très violentes, inacceptables, y compris en termes de discrimination, des chants homophobes dans les stades, Oui, on a parlé de communion, mais il y a aussi la violence. Bien sûr, et des choses qui sont complètement intégrées et acceptées. Et moi, il a fallu que j'arrive à ce ministère pour m'émouvoir, en fait, de ce que j'entendais dans les chansons, qui étaient acceptées par tout le monde, en fait. Personne n'y voyait rien à redire, hein. Ni les journalistes qui commentaient, ni les dirigeants, ni les sportifs eux-mêmes, ni les personnes qui étaient homosexuelles et qui elles-mêmes pouvaient être concernées par ce qu'on entendait dans ces chants. Évidemment, on ne va pas le résoudre du jour au lendemain, parce qu'une culture, ça met du temps à changer. Je ne sais pas si ça passe que par la loi, sans doute pas, et sûrement pas, mais on n'a pas fait que la loi. Et puis, ce qu'on veut, c'est avoir un mouvement sportif engagé à nos côtés, aux côtés des États et de ces valeurs qui sont des valeurs démocratiques. Pas si simple, direction le bois de Vincennes. Ce soir, nous allons découvrir ce qu'est le cécifoot. Nous sommes à Saint-Mandé, à l'est de Paris. À ma droite, il y a le bois de Vincennes et à ma gauche, le stade des Minimes. Nous avons rendez-vous avec les joueurs de l'association sportive Cécifoot Saint-Mandé. Il paraît que c'est sur ce stade, en 1987, qu'est né le cécifoot en France. Je découvre un petit stade en herbe synthétique, entouré d'une piste d'athlétisme. Il est désert. En attendant l'arrivée des joueurs, je fais connaissance avec l'un des encadrants du club. Camille Jean Marsin, j'ai 77 ans. Je suis coach adjoint du club de Cécifoot Saint-Mandé. C'est quoi le cécifoot ? C'est un sport adapté pour les mâles et non-voyants. C'est du football. Vous prenez le mot cécité, vous enlevez la fin. Football, vous enlevez la fin. Donc ça fait cécifoot. Donc c'est un sport qui se joue à 5 contre 5, un gardien de but voyant et 4 joueurs non-voyants. Donc les joueurs non-voyants, pour qu'ils soient à égalité sur le terrain, on leur met des patchs sur les yeux et un masque opaque. Il y a le ballon dit sonore. Le ballon que vous entendez, avec à l'intérieur des plaques de métal, avec des clochettes à l'intérieur. 2 joueurs du club, Sofiane et Demba, arrivent sur le terrain. Titi et Myriam ont prévenu qu'ils seraient en retard. L'entraînement commence sans eux. Pas les gars. Oui. GP. Ouais, allez, parti. 2, 1, c'est parti. Donc là, c'est la phase d'échauffement. Il y a 2 joueurs de football qui courent sur le terrain et en fait, ils ont 2 repères fixes qui leur donnent des indications par la voix et qu'ils contournent à chaque passage. Ouais. Moi, c'est Demba, j'ai 30 ans. Quand j'ai perdu la vue, je n'avais plus forcément autant d'autonomie qu'avant. Reprendre la vie que j'avais avant, ça m'a pris un peu de temps. Quand j'ai découvert le cécifoot, ça m'a redonné confiance en moi et j'ai pu reprendre vraiment une vie pleine comme j'avais auparavant, mais avec certaines adaptations. Moi, c'est Sofiane, j'ai 31 ans. Je suis non-voyant depuis 2012 suite à un accident. Au début, quand j'ai perdu la vue, mon seul repère, c'était le mur à l'extérieur. C'est-à-dire, je restais collé au mur pour aller tout droit. Le cécifoot stimule, on va dire, nos sens. Comme on est tout le temps concentré sur le terrain, cette concentration, on l'utilise à l'extérieur. Parce que sur le terrain, il y a beaucoup de bruit. Il y a les appels des coéquipiers, le son du ballon, le coach, le gardien. Et du coup, sur le terrain, il faut sélectionner la voix ou le son qui nous intéresse pour suivre la balle.
pour suivre l'évolution du jeu. Et c'est ce qu'on fait à l'extérieur, parce qu'on a les voitures, les gens autour, il faut traverser. Du coup, on se concentre sur les sons qui nous intéressent pour pouvoir se positionner dans l'espace et se déplacer en toute tranquillité. Celui que tout le monde appelle Titi a grandi au Sénégal. Il a découvert le cécifoot à l'âge adulte, en France, où il est venu après le bac. Sa plus grande fierté en tant que joueur de cécifoot, c'est d'avoir représenté son pays à la Coupe d'Afrique des Nations de cécifoot en 2015. Un souvenir l'a particulièrement marqué. Il y avait des tribunes et il y avait du monde, je ne sais pas combien, mais il devait y avoir par exemple au moins 500 ou plus que 500 personnes. Quand il y avait une action, on entendait le bruit derrière. Ah non, ça faisait plaisir. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent nous voir et aussi qu'on essaie de changer le regard du handicap via ça. Quelqu'un qui te voit marcher, aller vaquer à tes occupations et qui va te dire « Ah, le pauvre !» Il y a des gens qui disent ça alors qu'ils ne savent même pas que tu es plus heureux qu'eux. Et c'est là que le cécifoot peut aider à changer les choses, puisque dans chaque équipe, il y a obligatoirement des personnes non-voyantes et des personnes voyantes. Je suis passée derrière la cage pour parler avec Myriam, guide de l'équipe de Saint-Mandé. Son rôle, orienter les joueurs non-voyants pour les aider à marquer des buts. Et là, Demba vient de marquer un but. C'est ça. Quand c'est compliqué dans notre quotidien, on se rappelle qu'il y a des personnes non-voyantes et malvoyantes et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc c'est surtout ce message-là en fait, qu'on peut retenir au-delà d'un terrain. Allez, ça joue, Demba, allez, ça joue. Allez, ça joue. Pas si simple, invité du jour, Roxana Maracineanu. Alors c'est formidable parce qu'on est parti, nous, sur cet exemple du cécifoot. Et ce que je ne savais pas, c'est que vous étiez une spécialiste. Alors, je vous ai vu beaucoup réagir, vous avez plein de choses à nous raconter. On a parlé du sport, de ses limites, des valeurs qu'il était censé incarner, puis qu'il n'incarnait pas vraiment, de ce qu'il faudrait faire. On a quand même l'impression là qu'il y a quand même des choses fondamentales qui sont posées. On parle de collaboration entre des gens qui sont malvoyants et d'autres qui ne le sont pas. On parle d'intégration, on parle d'athlètes qui ont réussi à gagner dans leur vie de l'autonomie, de la sécurité. C'est ces histoires-là que l'on vit à travers le handisport qui font qu'aujourd'hui, on voit qu'il prend de plus en plus de place dans le paysage sportif, télévisuel, médiatique. Alors je vais vous répondre en m'inspirant de mon cheminement personnel. Je suis arrivée à Tokyo pour les Jeux paralympiques en ne connaissant rien, absolument rien au cécifoot. Et je suis arrivée sur un terrain où j'ai vu la première fois pendant 2 minutes des gens qui se rentraient dedans. Je ne comprenais pas à quoi ça allait servir, comment ils allaient pouvoir s'en sortir, aller d'un bout à l'autre. Puis c'était un match France-Brésil. Et au départ, je souriais, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour marquer des buts, quoi. Et puis très vite, au bout de la 2e minute, 3e minute, j'ai commencé à voir qu'ils marquaient des buts, vraiment, qu'il y avait des gens, il y avait cette collaboration incroyable entre des personnes qui leur parlaient et eux qui les écoutaient. Et puis un match qui s'est terminé de manière incroyable. Si bien que j'ai voulu, en tant que ministre, aller expérimenter, essayer moi-même à Strasbourg, dans le club de cécifoot de là-bas, comment ça pouvait fonctionner. Et j'ai mis ce masque qui me bloquait complètement les yeux. Et là, j'étais parce que je suis très intéressée aussi par toutes les démarches pédagogiques pour apprendre les sports. Et je me suis dit que c'est un outil formidable, y compris pour les joueurs valides, en fait, pour apprendre à mieux utiliser leur sens. Et évidemment, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes qui, comme dans tous les autres sports, comme vous l'avez dit, arrivent à trouver aussi un sens nouveau à leur vie au travers du sport, comme les personnes valides. Est-ce que ça donne une autre vision de la performance dans le sport pour les personnes valides? On va chercher le record, vraiment le but, la consécration, quoi. Là, est-ce qu'il y a autre chose, quoi, dans le handisport que simplement le résultat? Est-ce qu'il y a une autre vision de ce qu'est la performance? C'est intéressant d'en parler avec des personnes concernées. Je ne pourrais pas, moi, vous dire. Moi, de l'extérieur, ce que je peux vous dire, c'est que on voit qu'ils sont exactement dans la même recherche de performance que nous. C'est une catégorie différente, comme peut l'être celle des garçons et celle des filles. Il y a aussi celle des filles en situation de handicap et des garçons en situation de handicap. Donc, il y a à chaque fois la possibilité d'être le meilleur de sa catégorie. C'est ça aussi la magie du sport. C'est que c'est pas le meilleur tout confondu, c'est qu'il y a aussi différentes catégories d'âge, tout ça. Et donc, ça permet de reproduire cet accès au meilleur plusieurs fois. Et donc, pour eux, c'est très important parce que ça part quand même d'un accident de vie, d'un regard qui est différent sur eux que celui que nous, on peut vivre tous les jours, même si parfois ça peut ne pas être
très lointain quand même de ce que vit une personne en situation de handicap, quand on est notamment discriminé dans la société, et on trouve cette motivation de réussir pour surmonter tous ces accidents de la vie ou ces difficultés. La vulnérabilité, est-ce que c'est pas antinomique avec le sport qui va chercher un score, un record, une performance justement? Ou alors est-ce que la vulnérabilité permet justement une autre performance? Je pense que la motivation, elle est tout le temps à trouver dans un sentiment de vulnérabilité qu'on a vécu à un moment donné dans sa vie. Personnellement, j'en suis convaincue pour moi, parce que moi je me suis sentie en situation de vulnérabilité en arrivant en France, dans ce pays inconnu, et donc c'est grâce à ça aussi que j'ai puisé beaucoup d'énergie et de motivation. Et évidemment, avoir envie de prendre une revanche sur la vie, d'être comme les autres, de se réconcilier aussi avec la suite de sa vie au travers du sport pour des personnes qui ont vécu des accidents de vie et qui les ont laissés handicapés. C'est un moyen de motivation décuplé, je pense, par rapport à un sportif valide. Et ce qui est super intéressant en France, c'est qu'on assiste aujourd'hui à un rapprochement entre le handisport, le sport paralympique, comme on dit, parasport, et le sport valide, pour pouvoir, j'espère, bientôt collaborer beaucoup plus et s'inspirer, s'aider les uns des autres. Et l'intérêt médiatique qu'il y a autour du handisport, on voit que ça monte avec les Jeux paralympiques. Ça montre aussi qu'au-delà même de l'intérêt du public pour la performance, c'est l'histoire aussi de l'athlète, c'est ce qui surmonte, qui peut passionner, qui peut nous emmener. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis tout le temps exaspérée par les médias qui recherchent que les chiffres, que la performance dans le sport. C'est les histoires individuelles qu'il faut chercher. Et je pense que c'est très bien que le parasport puisse être vu comme ça, traité comme ça, parce qu'on voit que ça prend. Et contrairement à ce que pourraient penser par inquiétude les médias sportifs, qu'il faut absolument donner des chiffres. Mais en fait, ce qui intéresse les gens, c'est pas ça. C'est des parcours inspirants. Et alors, on va voir, pendant les Jeux paralympiques et pendant les épreuves handisport, on voit des corps blessés, des corps handicapés, parfois mutilés. Qu'est-ce que ça dit à notre société ? Ouais, je rapprocherai ma réponse de ce que je vous ai dit au début, à savoir apprendre la tolérance grâce au sport, entre nous, quand on fait partie d'une même équipe, ou demain, quand on fera partie de la même équipe olympique et paralympique, en tant qu'athlète. Et puis en tant que spectateur, effectivement, sortir de cette idée qu'on se fait des valeurs du sport, du corps qui est adulé, exalté, mis en scène, pour comprendre que l'intérêt du sport, c'est ces parcours individuels, cette notion de progrès, de faire mieux que la fois d'avant, et d'être engagé, en fait. J'ai une dernière question avec une réponse très brève. Vous qui avez connu les grandes piscines avec la foule autour qui applaudit, vous continuez à fréquenter nos piscines municipales, vous continuez à nager ? Je continue à transmettre ce que je sais de la natation. Je donne des cours à des petits-enfants et j'essaie de leur apprendre à nager pour qu'ils soient en sécurité dans l'eau. Et à cette occasion, j'ai l'occasion de revenir dans l'eau et d'être à leur contact, mais c'est surtout pour les accompagner dans cet épanouissement personnel vers l'autonomie que j'ai décidé de porter mon engagement en natation. Merci beaucoup, Roxana Maracian, d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi, Étienne. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes de RCF, sur celle du Jour du Seigneur, jds.tv. Et je vous dis à très bientôt. Pas si simple. Le sport, porte-drapeau de nos valeurs. Un podcast produit par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet et Étienne Pépin. Réalisé par Georges de Genevray. Prise de son, David Sandras. Reportage, Geoffrey Defebvre, Jérôme Tournier, Aurore Chailloux. Montage son et mixage, Benjamin Alves, Julien Alves. Voix off, Lison Risse. Documentation, Claire Latuile. Production, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, Europe 1, Vidéothèque du Sénat, Thibaut InShape, BFM TV, France Culture Radio France, Archives du CIO, Stéphane Geoffroy, Photo PQR Ouest, France Max PPP. Musique, Mima Musique.